Les infrastructures énergétiques ukrainiennes à nouveau prises pour cible lors d'une nouvelle série de bombardements russes qui ont visé plusieurs villes. L'Iranienne Elnaz Rekabi va-t-elle être sanctionnée? Cette championne d'escalade a participé à une compétition sans porter le voile. Depuis, la confusion règne sur son sort. Le Parlement européen refuse de valider les comptes de Frontex. L'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est critiquée pour violation des droits des migrants. L'armée russe a confirmé mardi avoir frappé de nouvelles infrastructures énergétiques en Ukraine qui ont provoqué des coupures d'électricité et d'eau dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Kiev. Depuis le 10 octobre, 30% des centrales ukrainiennes ont été détruites par Moscou, selon le président Volodymyr Zelensky, qui fait état d'une situation critique à l'approche de l'hiver. La dernière série de bombardements a visé, outre la capitale Kiev, les secteurs de Mykolaïv, Dnipro, Kryvyi, ainsi que celui de Kharkiv, une région où l'armée russe dit avoir repris un village, ce qui serait une première depuis septembre. Ces frappes ont été menées à l'aide d'armes aériennes et maritimes de haute précision et à longue portée, précise le ministère russe de la Défense, qui assure que toutes les cibles ont été touchées. Un premier bilan humain faisait état d'au moins 2 morts. L'inquiétude autour du sort de l'Iranienne Elnaz Rekabi. Cette athlète a participé au championnat asiatique d'escalade dimanche à Séoul sans porter le voile. Un défi au régime aux conséquences incertaines. Ce mardi, un post sur son compte Instagram indique qu'elle est dans l'avion la ramenant comme prévu en Iran et que son voile est tombé par inadvertance. Mais beaucoup voient la main du régime derrière ces déclarations. Dans une interview accordée à Euronews en 2016, la championne évoquait le problème du hijab obligatoire, y compris pour les sportives. Au début, c'était un peu bizarre pour les autres athlètes. Ils étaient curieux de voir une fille portant un foulard sur la tête et une tenue qui couvrait les bras et les jambes, tout en concourant à l'intérieur par une température aussi chaude. C'est sûr que lorsqu'il fait chaud, le hijab devient un problème. Pendant la compétition, votre corps a besoin d'évacuer la chaleur. Mais nous avons essayé de créer nous-mêmes une tenue qui respecte le hijab et qui soit compatible avec la pratique de l'escalade. À Séoul, l'athlète de 33 ans n'a terminé que 4e de la compétition, mais elle a suscité l'admiration de tous, alors qu'en Iran, les manifestations contre le régime islamique sont entrées dans leur 5e semaine. Une attaque à l'arme blanche ce mardi à Ludwigshafen dans l'ouest de l'Allemagne a fait 2 morts et 1 blessé grave. L'auteur des faits a été arrêté par la police qui assure qu'il n'y a plus de danger pour la population. Des témoins ont évoqué un homme s'attaquant à plusieurs personnes dans le quartier d'Ogersheim à Ludwigshafen. Il a ensuite tenté de prendre la fuite avant d'être stoppé par un tir policier. L'Allemagne a été le théâtre de plusieurs attaques meurtrières ces dernières années, menées par des extrémistes de droite ou des islamistes, parfois atteints de graves troubles psychiatriques. Le cimentier français Lafarge va payer le prix de ses liaisons dangereuses en Syrie. L'entreprise, désormais sous la houlette du groupe suisse Holcim, a plaidé coupable aux États-Unis pour avoir aidé des groupes terroristes. Le montant de sa sanction financière s'élève à 778 millions de dollars. Lafarge est également toujours inculpé en France pour complicité de crimes contre l'humanité. L'entreprise est soupçonnée d'avoir versé en 2013 et 2014, via sa filiale syrienne, plusieurs millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'État islamique, afin de maintenir l'activité de sa cimenterie dans le pays. Le Parlement européen a rejeté l'octroi de la décharge pour l'année 2020 à Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. La Chambre s'est divisée sur le vote avec 345 députés contre et 284 en faveur. Parmi les opposés, on trouve des groupes politiques de gauche très critiques sur le comportement de l'agence ces dernières années. Nous voyons très clairement qu'il y a eu une situation inacceptable aux frontières extérieures de l'Union européenne et Frontex en avait connaissance. Il y a eu des refoulements, ce qui a été prouvé, et nous pensons que l'on n'a pas fait assez pour contrer ces agissements. Quelques jours avant le vote, un rapport de l'Office européen de lutte antifraude a été divulgué, montrant que des fonctionnaires de Frontex ont évité des cas flagrants de
de violation des droits de l'homme aux frontières, qu'ils ont menti à la Commission européenne et au Parlement et qu'au moins dans un cas, ils ont ignoré un bateau en détresse en mer. Ce rapport a poussé l'ancien directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, à démissionner en avril dernier, mais pour plusieurs députés européens, ce n'était pas suffisant. Bien sûr, le directeur et la direction de Frontex ont un grand rôle à jouer, mais aussi le conseil d'administration où tous les États membres sont représentés. Ils doivent prendre un rôle beaucoup plus important, ainsi que la Commission européenne. C'est donc le message que nous voulons faire passer. Frontex est censé être un soutien pour les États membres, mais il est également censé défendre l'état de droit et le respect du droit européen et ne pas être complice des violations des droits de l'homme. C'est faire le contraire de ce que cette agence a été créée pour faire. D'autre part, les politiciens des partis de droite défendent le rôle de Frontex dans la protection des frontières de l'Union européenne et la lutte contre l'immigration clandestine. Actuellement, nous devons donc renforcer notre agence sur les frontières extérieures. Nous sommes du côté des agents qui font le travail pour protéger nos frontières, notamment Frontex. La résolution soumise au vote demande à Frontex de suspendre son soutien aux opérations de retour menées par les autorités hongroises, ainsi qu'une meilleure surveillance des éventuelles violations des droits de l'homme aux frontières gréco-turques. « 92 migrants ont été retrouvés nus du côté grec de la frontière entre la Grèce et la Turquie vendredi dernier. Depuis, les deux voisins se rejettent la responsabilité et s'accusent mutuellement de barbarie et de mensonges. Selon Athènes, la Turquie aurait forcé ces personnes à se dévêtir avant de les expulser du côté grec de la frontière. Ce comportement inhumain est une honte pour notre civilisation. Les autorités turques, au lieu de blâmer les autres pour ce qui se passe sur leur territoire, devraient plutôt enquêter sur l'incident, sanctionner les personnes impliquées et honorer leurs obligations en vertu de leur déclaration conjointe avec l'UE. De son côté, Ankara dément toute implication dans les traitements dégradants infligés aux migrants. Ce n'est pas la première fois que la Grèce les repousse et elle a l'habitude de confisquer tout ce que les migrants ont sur eux, de sorte qu'ils ne puissent plus revenir. Il est assez naturel que la Grèce, dont le bilan est très mauvais en matière de violation du droit international, ait tendance à diffamer la Turquie. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a condamné ces traitements et a réclamé une enquête. Selon un rapport de l'Office européen de lutte antifraude, des cadres de l'agence européenne Frontex ont commis des fautes graves en ne signalant pas des refoulements de migrants de la part des gardes-frontières grecs. La perspective d'une intervention étrangère, et notamment américaine, n'est pas du goût de tous en Haïti. Ces manifestations ont suivi un débat qui s'est tenu au Conseil de sécurité de l'ONU sur le possible envoi d'une force internationale pour sortir le pays du chaos. Les États-Unis travaillent notamment sur une résolution qui autoriserait une mission non onusienne d'assistance pour la sécurité et pour permettre de délivrer l'aide humanitaire. L'idée est soutenue par de nombreux membres du Conseil de l'ONU, mais plusieurs ont émis des réserves, dont la Russie et la Chine. Le chef de l'ONU a lui rappelé l'urgence de la situation. Le port est bloqué par les gangs qui ne laissent pas sortir le carburant et d'autres biens nécessaires au pays. À cause de cela, il n'y a pas de carburant, sans essence, il n'y a pas d'eau potable et il y a le choléra. Haïti est le théâtre de manifestations violentes et de pillages depuis plusieurs semaines après que le Premier ministre a annoncé une hausse des prix du carburant. La semaine dernière, c'est le gouvernement qui a lui-même appelé à l'aide la communauté internationale face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire. Dans la rue, on appelle à la démission du Premier ministre. Ce système doit être dissous. Ce pays est littéralement contrôlé économiquement par 5 familles. Nous, le peuple, n'avons presque rien. Il n'y a plus de classe moyenne. Il n'y a que 2 classes, la bourgeoisie et le peuple. Pour l'heure, aucune date n'a été donnée concernant l'envoi d'une force internationale. Les États-Unis et le Canada ont annoncé avoir livré ce week-end de l'équipement de maintien de l'ordre pour la police d'Haïti.